Bonjour à tous, bonjour à toutes, même bonsoir. Il y a des choses qui sont faciles à faire dans la vie, puis il y a des choses qui sont plus difficiles, comme passer après Bill et Melinda Gates, par exemple, le soir de printemps solidaire. Moi, je voulais qu'on commence par prendre conscience de ce que veut dire le 07, ce que ça veut dire l'aide publique au développement. Et pour le faire, je voudrais vous inviter à faire un geste assez simple, qui n'est pas de sortir votre portefeuille, ça c'était pour Bill et Melinda, mais de sortir votre téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit calcul ensemble. Ce petit calcul, c'est à partir d'un chiffre que chacun dont chacun doit prendre conscience. Il y a chaque année, selon l'ONU, 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans, 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de malnutrition, qui meurent de faim. Puisque la malnutrition, la sous-nutrition, c'est le jargon des ONG, c'est le jargon de l'ONU. La réalité, c'est que ces enfants meurent de faim. 3,1 millions d'enfants. Et au fond, est-ce que ça nous parle vraiment? Est-ce qu'on est capable de visualiser 3,1 millions d'enfants? La réponse, c'est non. Et donc, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez sur la calculatrice de votre téléphone, qui peut être un téléphone Microsoft, mais qui peut aussi ne pas être un téléphone Microsoft. Nous avons cette liberté. 3 100 000, vous divisez par 365, nombre de jours dans l'année. Je vous invite à faire cet exercice. Moi, j'arrive avec un résultat qui est de 8 500 enfants qui meurent de faim chaque jour. Et on va diviser une journée en 24 heures. Et ça vous fait 353 enfants qui meurent de faim chaque heure. Et on va diviser cette heure en minutes, par 60. Je le dis pour mes propres enfants qui sont dans la salle. Ça fait 6. 6 enfants qui meurent de faim chaque minute dans le monde. Ça veut dire que si on faisait une minute de silence pour eux, pendant cette minute de silence, 6 d'entre eux mourraient. Si on faisait 10 secondes de silence, un d'entre eux mourra. Et le temps de cette conférence, 2 heures, 700 d'entre eux vont mourir, c'est-à-dire à peu près l'intégralité de cette salle. Et donc, faisons ces 10 secondes de silence. Un enfant est mort. Adoptez sa mémoire. Ne perdez pas sa mémoire en rentrant chez vous. Et vous touchez du doigt pourquoi le 07, c'est important. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas des budgets, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité. Depuis que je suis sur scène, plusieurs dizaines d'enfants sont morts de moins de 5 ans sont morts de faim parce que, notamment, ils n'ont pas accès à suffisamment d'alimentation, d'eau, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aide qui arrive auprès d'eux, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Syrie ou ailleurs. Et l'aide, ça marche. L'aide, ça marche, et la fondation Bill et Melinda Gates travaille beaucoup, par exemple, sur certaines maladies, SIDA, par exemple. Sachez que depuis une dizaine d'années, le nombre de décès liés au sida a été divisé par 2, et que selon l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de ce sujet, qui s'appelle l'ONU-SIDA, on peut avoir en 2030, si on y met les moyens, de nouveau un monde sans sida. Depuis 15 ans, le nombre de victimes de la malaria a été divisé par 2. Si on remet les mêmes moyens que depuis 15 ans, on arrivera à un résultat, un monde sans paludisme et sans malaria, ou en tout cas sans victimes mortelles du paludisme et de la malaria.
C'est pas pareil. C'est pas pareil un monde où il y a 2 millions de morts du sida par an comme il y a quelques années, ou 1 million de morts du sida par an comme l'année dernière, ou 0 mort du sida comme c'est possible dans la prochaine décennie. C'est pas pareil. C'est pas pareil pour nous, qui ne sommes pas directement concernés, et évidemment, ce n'est pas pareil pour les populations les plus pauvres. L'aide, ça marche, et c'est pour ça que c'est important que la France soit enfin à la hauteur de l'engagement qui a été pris il y a 40 ans. Il se trouve que moi j'ai 42 ans, et que ça fait à peu près le même nombre d'années, à une près, où la France a pris cet engagement. Et on ne le tient toujours pas. J'ai été ministre du Développement. Sous ma responsabilité, la France n'a toujours pas tenu cet engagement. Pourquoi ? Parce que, et quelqu'un le disait, je crois que c'était Luc, il le disait assez brutalement, mais assez justement, tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il y a eu une seule manifestation, à part le Printemps solidaire, à part ce soir, depuis des années, pour dire on veut que le 0,7 se fasse réellement? C'est conforme à nos valeurs, c'est conforme à notre intérêt, c'est conforme à nos promesses, et pourtant tout le monde s'en fout. Et donc, si on veut que ça change, on a besoin de votre mobilisation. Ça ne changera, je peux vous le dire, je l'ai vécu de l'intérieur, ça ne changera jamais s'il n'y a pas une pression citoyenne qui fait que les politiques, quel que soit leur bord, sentent que c'est nécessaire. Et on pourrait dire, oui, mais c'est un engagement finalement, la France ne le tient pas, mais personne ne le tient. Mais si, plusieurs pays, ça a été rappelé en introduction, plusieurs pays tiennent cet engagement. Des pays extraordinairement différents du nôtre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège. Pourquoi ce qui est possible en Allemagne, ce qui est possible au Royaume-Uni, ce qui est possible aux Pays-Bas ne serait pas possible en France? Tout simplement parce qu'il y a à un moment donné des choix politiques qui ont été faits en partie sous la pression de la société civile, des ONG. Et ça paye. Et grâce à cette aide, il y a moins de victimes du sida, il y a moins de victimes de la malaria, il y a plus d'enfants qui vont à l'école, il y a moins d'enfants qui meurent de faim. Mais ce serait mentir que de dire qu'il suffit de transférer des fonds et tout est réglé. Je voudrais évoquer 2 sujets. Le premier sujet, c'est la question du dérèglement climatique. Vous en avez tous entendu parler, vous êtes tous convaincus, vous n'êtes pas des climato-sceptiques de la Maison-Blanche, ça j'en suis sûr. Je vais vous emmener au Sénégal. Sénégal, quand j'étais au gouvernement, je suis allé à Dakar, je suis allé sur un bout de la côte au Sénégal, où vous avez une érosion et une montée des eaux dramatiques. Et imaginez quelques dizaines de kilomètres de Dakar au Sénégal, un petit village sur la côte, quelques centaines, milliers d'habitants. Vous arrivez, et là on vous dit, là-bas c'était le stade de foot, il n'y a rien, il y a la mer. Là-bas c'était la mosquée, il n'y a plus rien, il y a la mer. Là-bas c'était le cimetière, il n'y a plus rien, parti. Et chaque maison est rongée par la montée des eaux. Et les gens qui habitent là, les Sénégalais, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas la Massif, ils n'ont pas la Maïf, ils n'ont pas AXA, ils n'ont pas tous les autres. Et donc, quand ils l'ont perdue, leur maison, elle est définitivement perdue. Parce qu'ils n'ont pas l'État sénégalais qui va venir non plus leur apporter de l'aide. Imaginez-vous une seconde, à la place de cet habitant, de cette famille au Sénégal, qui n'est responsable de rien, en rien du dérèglement climatique, qui n'a quasiment jamais émis de CO2 dans sa vie, qui n'a pas le 4x4, qui n'est pas parti aux Maldives en avion, qui est pas responsable de rien, et qui voit sa maison détruite par la montée des eaux sur la côte au Sénégal. Imaginez quel ressenti il peut avoir, quelle vision du monde il peut avoir. Et où vont-ils une fois que cette maison a disparu? Ils vont dans un bidonville de Dakar, peut-être qu'ils vont au Maroc, peut-être qu'ils meurent en Méditerranée, peut-être qu'ils finissent, après avoir parcouru et franchi bien des obstacles, en Europe. Quelle vision du monde on construit quand on laisse ces gens laissés à eux-mêmes? Pas d'assurance privée, évidemment, pas d'aide publique, pas de budget, rien. Aucune responsabilité pour autant de leur côté. Donc mettez-vous une seconde à leur place. Là aussi, c'est très concret et ça permet de se dire il faut absolument qu'on soit à la hauteur.
Et quand la Banque mondiale dit, dans un monde à 4 degrés de réchauffement climatique, tous les gains qui ont été réalisés depuis des années et des années, en matière d'accès à l'éducation, en matière de lutte contre les maladies, en matière de meilleur accès à la sécurité alimentaire, de diminution du nombre de personnes qui souffrent de la faim, parce que ce sont des gains qui ont été enregistrés, c'est une excellente nouvelle, notamment grâce à l'aide, tous ces gains-là seront annihilés dans un monde à 4 degrés de réchauffement climatique, tout simplement parce que ça veut dire plus de sécheresse, plus d'insécurité alimentaire, plus de catastrophes naturelles qui va détruire une école qu'on avait mis des années et des années à construire. Et donc, ce n'est pas simplement le 0,7 comme une formule magique. C'est le 0,7 dans un ensemble plus large qui consiste à mener les bonnes politiques, notamment les bonnes politiques de solidarité climatique. Puis il y a un deuxième sujet, qui est un des sujets sur lesquels je me suis beaucoup impliqué dans une vie antérieure, qui est la question de la finance. Sachez que, beaucoup d'entre vous le savent peut-être, mais sachez que quand on additionne tous les flux financiers qu'on envoie vers les pays qui en ont besoin, les pays du Sud, l'aide publique au développement, c'est ce qu'on donne d'une main, et qu'on additionne tous les flux financiers qui quittent les pays du Sud, et notamment les pays africains, de manière illicite, en passant par les paradis fiscaux, eh bien, c'est ce qu'on reprend de l'autre main, puisque c'est nous qui avons fixé ces règles, ce n'est pas eux, c'est nous, eh bien, le montant de ce qu'on prend est, comme ce sont des flux illicites, c'est difficile de les chiffrer précisément, mais c'est entre 6 et 10 fois l'aide publique au développement. C'est-à-dire que pour 1 euro qu'on donne en aide publique au développement, les règles du jeu sur l'évasion fiscale des grandes multinationales, par exemple, font qu'il y a 6 qui repartent des pays du Sud, et notamment en Afrique, où les ressources naturelles, minières, gazières, pétrolières, etc., sont exploitées à travers des sociétés qui ont des tas de filiales offshore, qui fait que l'argent, au lieu de rester là-bas pour contribuer au budget de l'État, et donc contribuer à payer des impôts, et donc contribuer aux services publics, à la santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire et à l'agriculture, précisément ce que l'aide finance, eh bien cet argent s'évapore et on sait où il termine. Et donc l'aide, c'est fondamental, mais encore une fois, ça doit se penser dans un contexte de solidarité climatique et aussi dans un contexte de lutte acharnée contre les paradis fiscaux. Mélinda rappelait la taxe sur les transactions financières. Sachez que c'est en ce moment même que ça peut se passer. Il y a un pays qui bloque. Les médias n'en parlent pas du tout. Il y a un pays qui bloque la taxe européenne sur les transactions financières. Ce pays, peut-être vous ne l'avez pas en tête, c'est la Belgique. La Belgique, parce que dans le contrat de coalition en Belgique, entre je ne sais pas combien de partis flamands et wallons, il y a une clause qui dit « on signera la taxe sur la transaction financière seulement si ça n'a pas d'impact négatif sur l'économie réelle et sur nos fonds de pension ». Après des années et des années de négociations dont j'ai fait partie, il n'y a plus que ce point de blocage en Belgique. Et les autres États, dont la France, a fait une proposition concrète qui consiste à dire « ok, ben c'est comme ça, on va exempter les fonds de pension belges du paiement de la taxe sur les transactions financières ». Et donc vous n'avez plus de raison de vous y opposer, puisque dans le contrat politique, c'était le contrat de gouvernement, ça ne devait pas impacter les fonds de pension, puisqu'on les retire du jeu, ça ne les impacte pas par construction. Eh bien, il n'y a aucune pression aujourd'hui, aucune pression médiatique, aucune pression citoyenne. Je pense que la plupart d'entre vous ignorent cette réalité politique. C'est en ce moment, il y a un pays qui bloque, un Premier ministre. Et donc, je vous invite, si vous avez le compte Twitter du Premier ministre belge, ça se trouve assez facilement, à lui dire, en des termes que vous choisissez, plus ou moins agréables, « move your ass », parce que c'est maintenant que ça doit se passer. Et donc, ce Premier ministre, ne le lâchez pas sur Twitter, s'il vous plaît. Et puis, j'ai amené sur ce plateau un bien de luxe, pour conclure. Ce bien de luxe, c'est un verre d'eau. C'est un verre d'eau que je vais prendre, moi je vais boire facilement. Sachez que pour 800 millions de personnes, une personne sur 10, plus d'un enfant sur 10, ce geste-là, ce simple geste de prendre un verre d'eau potable et de le boire, c'est un rêve incroyable. C'est un rêve qui est juste en dehors du réel aujourd'hui. Si on veut que ce rêve d'enfant devienne réalité, on a besoin de vous, on compte sur vous. C'est ça l'esprit du Plein Temps solidaire. Bye bye.